Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.2 du semestre 1, cycle de la vie et grandes fonctions, sorti en janvier 2024 à l'université Paris-Saclay. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons immédiatement à la partie 1. Les bases du vivant, rythme, organisation, métabolisme et homéostasie. Imagine ton corps comme une ville vivante, organisée, rythmée, autorégulée. Chaque cellule est un habitant, chaque organe un quartier, et tout ce monde fonctionne selon des lois biologiques précises. D'abord, les rythmes biologiques. Certains tournent en 24 heures. Ce sont les rythmes circadiens, comme ton cycle veille-sommeil. D'autres plus lents s'appellent rythmes infradiens. Ils durent plus de 24 heures, comme le cycle menstruel. Retiens, infradien, c'est inférieur en fréquence, donc plus long en durée. Ce sont des mouvements internes du temps, orchestré par ton horloge biologique, logée dans l'hypothalamus. Puis dans cette ville, on trouve deux grands types d'usines, le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme, c'est la démolition contrôlée. On casse les grosses molécules comme le glucose, les lipides, pour produire de l'énergie. Exactement comme brûler du bois pour chauffer la maison. L'anabolisme, c'est l'inverse. On construit des molécules à partir de petites briques, comme fabriquer des meubles avec ce bois. Maintenant, regarde comment la vie s'organise. Tout part du niveau chimique. Les atomes, puis viennent les molécules. Ces molécules forment des cellules. Les cellules s'assemblent en tissus, les tissus en organes, les organes en systèmes, et tous ensemble composent l'organisme entier. C'est comme passer de la brique à la maison, puis au quartier, puis à la ville entière. L'ordre exact à connaître pour l'examen chimique, puis cellulaire, puis tissulaire, puis organique, puis systémique, et enfin organisme entier. Pour comprendre cette organisation, on utilise trois plans anatomiques. Le plan frontal, c'est comme une porte qu'on ouvre, il sépare l'avant de l'arrière. Le plan sagittal, il coupe le corps en deux moitiés, droite, gauche. Et le plan transversal, il tranche à l'horizontale, comme une tranche de pain. Tout schéma anatomique repose sur ces plans. Si on observe ton abdomen comme une carte, ton foie se trouve dans l'hypocondre droit, sous le diaphragme, grand et brun, comme un entrepôt chargé de filtrer et de stocker. La croissance, maintenant, elle dépend de l'hormone de croissance, mais aussi de la nutrition. Tu peux imaginer un bâtiment sans briques, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, les minéraux. Il n'y a pas de construction possible. Les ostéoblastes, eux, sont les maçons de l'os. Ils déposent le matériau qui permet à l'os de grandir. Retiens bien que 1 gramme de protéines égale 4 kilocalories, et non 2, souvent piège en QCM. Quand le corps a froid, il allume sa thermogenèse,
C'est le chauffage biologique, une réaction qui augmente la température corporelle grâce à la dépense énergétique. C'est ce qui se passe quand tu grelottes. Tes muscles tremblent pour produire de la chaleur. Mais comment ce corps garde-t-il son équilibre ? Grâce à l'homéostasie. C'est la capacité à maintenir constantes les variables internes, la température, la glycémie, la tension, etc. L'image, un thermostat qui ajuste sans cesse la température. Le rétrocontrôle négatif agit comme un frein intelligent. Si la température monte, il la fait baisser. Le centre de régulation, souvent l'hypothalamus, fixe l'intervalle de normalité pour chaque variable. Retiens, homéostasie, c'est l'équilibre interne. Le rétrocontrôle, c'est la régulation automatique. Et quand la glycémie baisse, entre en scène le glucagon, une hormone hyperglycémiante, sécrétée par les cellules alpha du pancréas. Elle agit sur le foie, qui libère du glucose dans le sang, comme ouvrir un réservoir d'urgence. Les hormones, justement, elles sont les messagers chimiques du corps, produits par les glandes endocrines et transportés par le sang. Elles agissent seulement sur les cellules cibles, qui possèdent des récepteurs spécifiques, un peu comme des clés qui ne fonctionnent qu'avec la bonne serrure. Ne te fais pas piéger. Leurs effets sont plus lents que ceux du système nerveux, mais plus durables. Passons maintenant à la partie 2, le système endocrinien quand le corps parle par hormones. Ici, on plonge dans le monde secret des hormones, ces messagers invisibles qui synchronisent tout ton corps comme un chef d'orchestre silencieux. Imagine une immense entreprise. Les glandes endocrines sont les directeurs qui envoient des ordres chimiques dans le sang, sans fil, sans câble. Chaque hormone va frapper à la porte de la cellule qu'elle doit influencer, à condition que cette cellule possède la bonne serrure, c'est-à-dire le récepteur spécifique. C'est la règle d'or. Une hormone agit uniquement sur ses cellules cibles. L'une des plus connues, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour et du lien. Elle favorise la libération du lait par les glandes mammaires et déclenche les contractions à l'accouchement. Tu peux t'en souvenir en imaginant une mère qui allaite. Le contact peau à peau stimule l'ocytocine et le lait s'écoule. Juste à côté, d'autres hormones régulent le calcium, le carburant minéral des os. Deux hormones s'y opposent comme le chaud et le froid. La calcitonine, fabriquée par la thyroïde, qui diminue la calcémie, et la parathormone, produite par les glandes parathyroïdes qui l'augmentent. Retiens, calcitonine égale baisse du calcium, parathormone égale hausse du calcium. Le calcium est vital pour la contraction musculaire et la coagulation sanguine. Et sa valeur normale à connaître par cœur, 2,3 à 2,6 millimoles par litre. Millimoles, pas mini, excusez-moi. C'est millimoles. Un QCM classique aime piéger là-dessus. L'hypophyse, elle, est la chef d'orchestre de presque toutes les autres glandes. Située à la base du cerveau, elle a 2 lobes.
le lobe antérieur adéno-hypophyse, qui synthétise plusieurs hormones, et le lobe postérieur neuro-hypophyse, qui libère celles produites par l'hypothalamus. Ne confonds jamais, elle n'est pas exocrine, donc pas de canal de sécrétion. L'hypophyse, c'est la tour de contrôle hormonal. Et justement, l'hypothalamus est le superviseur au-dessus d'elle. Il produit des hormones de commande comme la GnRH qui stimule la production d'hormones sexuelles, la TRH qui agit sur la thyroïde et l'ocytocine. Pense-le comme un PDG nerveux qui dicte le rythme à l'hypophyse. Descendons un peu plus bas dans le cou. Voici la glande thyroïde. Elle est placée devant la trachée, comme un papillon posé sur un tube. Elle sécrète la thyroxine, T4, l'hormone de la vitesse du métabolisme. Moins de T4, tu es fatigué, frileux, ralenti. Trop de T4, tu es nerveux, amaigri, transpirant. Et si ton alimentation manque d'iode, la thyroïde ne peut plus produire la T4. Résultat, un goitre, gonflement du cou, signe classique du manque d'iode. Retiens, l'iode amène la thyroxine T4 qui favorise le métabolisme. Un peu plus haut des reins se trouvent deux casques hormonaux, les glandes surrénales. Elles sont au-dessus de chaque rein, pas en dessous. Elles ont deux parties. Le cortex, qui fabrique les hormones cortico-surrénaliennes, comme le cortisol et l'aldostérone, et la médula, qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline, les hormones du stress et de l'action. C'est ton mode urgence activé. Les gonades, maintenant, testicules chez les hommes, ovaires chez la femme, ce sont les organes cibles de la FSH et de la LH, deux hormones hypophysaires. La FSH stimule la production de spermatozoïdes et la maturation des follicules ovariens. La LH déclenche l'ovulation et stimule la testostérone. Tu peux te souvenir que FSH égale formation des gamètes et LH égale libération hormonale. L'hormone de croissance, GH, elle, agit comme un architecte. Elle stimule la croissance osseuse, les protéines et le métabolisme. Un excès chez l'enfant, ça fait du gigantisme. Un excès chez l'adulte, c'est une acromégalie. Sa régulation dépend aussi de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Encore une fois, ce duo dirige tout. Passons maintenant à la partie 3, l'immunité quand le corps se défend comme une armée. Ici, ton organisme devient une forteresse vivante qui repousse les envahisseurs en silence, jour et nuit. Imagine ton corps comme un royaume fortifié. Aux portes, tu as les gardes du corps, la peau, le mucus et l'acidité gastrique. Ce sont les défenses non spécifiques. Elles bloquent tout intrus, sans poser de questions. Un virus, une bactérie ou un champignon, même traitement, on empêche l'entrée. C'est la première ligne de défense. Mais parfois, l'ennemi passe. C'est là qu'interviennent les phagocytes, des cellules comme les macrophages ou les neutrophiles. Elles avalent littéralement l'intrus comme un Pac-Man qui gobe les microbes. Ces cellules viennent de la moelle osseuse, issue de cellules souches
hématopoïétiques. Elles appartiennent à la réponse immunitaire innée, rapide mais sans mémoire. Ensuite arrive la grande armée spécialisée, le système immunitaire spécifique. Lui, c'est l'unité d'élite. Il apprend à reconnaître chaque ennemi grâce à un antigène. Dès qu'un antigène est repéré, ton corps fabrique des anticorps, des protéines en forme de Y qui s'accrochent à la cible pour la neutraliser. Cette guerre se passe dans le sang. C'est la réponse à médiation humorale. Elle implique les immunoglobulines et surtout les plasmocytes, qui sont les lymphocytes B transformés. Retiens bien, les plasmocytes produisent les anticorps. Ils ne sont pas les anticorps eux-mêmes. C'est un piège classique de QCM. Le système immunitaire humoral est aussi doué de mémoire. Quand un microbe revient, la réponse est plus rapide et plus forte. C'est grâce à cette mémoire qu'un vaccin fonctionne. Pendant une infection, tout ton corps réagit. Rougeur, chaleur, douleur, gonflement, ce sont les 4 signes de l'inflammation. Ce n'est pas une maladie, mais un signal d'alerte biologique. La rougeur et la chaleur viennent de la vasodilatation. La douleur d'une stimulation nerveuse locale. Et l'œdème du passage du plasma vers les tissus. C'est ton corps qui ouvre les routes pour que les globules blancs puissent arriver plus vite sur le champ de bataille. Quand tu vois une plaie rouge, chaude et gonflée, ton corps ne se détraque pas. Il se répare. C'est une réponse programmée et utile. Passons maintenant à la partie 4, le système nerveux du cerveau au réflexe. Ici, ton organisme devient une grande centrale électrique, où les signaux voyagent à la vitesse de l'éclair. Imagine que ton corps soit une ville ultra connectée. Le système nerveux, c'est le réseau électrique et informatique qui coordonne tout. Il se divise en 2 grandes zones. Le système nerveux central SNC et le système nerveux périphérique SNP. Le SNC, c'est le centre de contrôle. Il comprend l'encéphale, donc le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, ainsi que la moelle épinière. Tout ce qui analyse, décide ou mémorise passe par là. La moelle osseuse, elle, ne fait pas partie du SNC, c'est un piège fréquent. L'encéphale, lui, c'est le quartier général. Le cerveau gère la pensée, la mémoire, le langage. Le cervelet règle la posture, l'équilibre et la coordination, un peu comme un stabilisateur de drone. Le tronc cérébral, lui, est le chef automatique. Il contrôle la respiration, le rythme cardiaque et la déglutition. Même endormi, il travaille sans arrêt. Au cœur de cette structure, un petit organe joue un rôle clé. L'hypothalamus. C'est le chef d'orchestre caché. Il contrôle le système nerveux autonome, influence le système endocrinien et régule la température, la faim, la soif et même les émotions. Imagine-le comme un régulateur émotionnel et biologique. Il est logé juste au-dessus de l'hypophyse, au centre du cerveau. Le système nerveux périphérique, SNP, c'est le réseau de câbles qui relie le centre à la périphérie.
Il comprend le système nerveux somatique, qui contrôle les actions volontaires, comme bouger le bras, et le système nerveux autonome, qui gère les fonctions involontaires, digestion, respiration, rythme cardiaque. Ce dernier se divise lui-même en deux, le sympathique, mode urgence, et le parasympathique, mode repos. L'un accélère le cœur, l'autre le calme. Pense-les comme l'accélérateur et le frein du corps. Ce SNA, système nerveux autonome, est contrôlé par, encore lui, l'hypothalamus. Retiens cette boucle. Hypothalamus, SNA, organes internes. Et n'oublie pas que le SNA commande tout ce que tu ne contrôles pas consciemment. Battement du cœur, transpiration, digestion, pupille, etc. Pour protéger cette centrale, la nature a prévu une triple barrière. La boîte crânienne, les méninges, 3 couches protectrices, et le liquide céphalo-rachidien, LCR, qui amortit les chocs comme un airbag cérébral. En résumé, le cerveau pense, la moelle épinière transmet, et le SNP agit. Chaque réflexe, chaque émotion, chaque mouvement vient de ce réseau parfait. Passons maintenant à la partie 5, le système digestif du repas à la digestion. Ici, on suit le voyage d'un aliment dans ton corps comme une aventure à travers un gigantesque toboggan biologique. Imagine, tu croques dans un morceau de pain. C'est le point de départ du voyage digestif, dans la cavité buccale. Là, la salive entre en jeu, produite par les glandes salivaires, qui sont les parotides, les sublinguales et les sous-maxillaires. Elle sécrète un liquide riche en amylase salivaire, une enzyme qui commence la digestion des glucides, et non des protéines. C'est souvent un piège en QCM. Les protéines ne sont pas digérées dans la bouche. La langue, elle, agit comme un mélangeur musclé. Elle aide à la mastication et à la formation du bol alimentaire. Ensuite, ce bol est envoyé dans le pharynx, une zone à double circulation. Il sert à la fois à la respiration et à la digestion. Pendant la déglutition, un petit volet, l'épiglotte, se ferme pour éviter que la nourriture parte du mauvais côté. C'est comme un clapet anti-retour. En même temps, la luette bloque le nasopharynx pour que rien ne remonte vers le nez. Ces deux gestes sont automatiques, rapides et parfaitement coordonnés. De là, la nourriture descend dans l'œsophage et un tube musculaire qui l'envoie vers l'estomac grâce à des contractions appelées péristaltisme. L'estomac, lui, est une cuvette chimique, située majoritairement dans l'hypocondre gauche. Il mélange, broie et digère partiellement grâce à 2 types d'actions. Une action mécanique par ses contractions musculaires et une action chimique grâce à son acide chlorhydrique, HCl, et à la pepsine, qui commence la digestion des protéines. Ne confonds pas, la trypsine, elle, agit plus loin, dans le pancréas. Puis la bouillie acide, qu'on appelle le chyme, passe dans l'intestin grêle, qui se divise en 3 segments. Le duodénum, le jéjunum et l'iléon. C'est là que tout devient intéressant. Le duodénum reçoit les sucs digestifs du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire.
Le suc pancréatique est basique, pas acide. Il neutralise l'acidité du chyme venu de l'estomac et contient des enzymes digestives, amylase, lipase, trypsine. Le foie, immense organe brun, est situé dans l'hypocondre droit. Il fabrique la bile stockée dans la vésicule biliaire, petit réservoir vert qui libère la bile dans le duodénum, au moment des repas. La bile, c'est comme du liquide vaisselle biologique. Elle émulsionne les graisses pour les rendre plus faciles à digérer. Et tout ce que tu manges, une fois digéré, passe par la veine porte hépatique pour être filtré et stocké par le foie. C'est un passage obligatoire comme un péage métabolique. Retiens bien, vésicule biliaire égale stockage de la bile, pas sa fabrication. Suc pancréatique égale basique et enzymatique. Foie égale centre de tri et de stockage des nutriments. C'est là que ton bol alimentaire devient énergie, force et matière première pour tout ton organisme. Passons maintenant à la partie 6, l'appareil urinaire et la reproduction. Ici, on entre dans la zone de filtration, d'élimination et de création de la vie, les deux grands pôles de ton équilibre intérieur. Imagine ton corps comme une usine d'épuration ultra précise. Chaque jour, ton sang circule dans des filtres biologiques perfectionnés, les reins. Leur mission, nettoyer, réguler, recycler. L'appareil urinaire commence donc par eux. 2 reins situés de part et d'autre de la colonne, protégés dans les fosses lombaires. De là partent 2 uretères, de fins tuyaux qui transportent l'urine vers la vessie, un réservoir musculaire extensible. Puis vient l'urètre, le conduit final d'évacuation. Donc retiens, les reins amènent à l'uretère, puis à la vessie, puis à l'urètre. La vessie appartient bien à l'appareil urinaire, contrairement à ce que certains QCM insinuent. Et attention au vocabulaire. Le cortex rénal, ce n'est pas le centre, mais la couche périphérique du rein. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. C'est lui qui fabrique l'urine. Chaque rein en contient environ 1 million. Le néphron agit comme une station d'épuration miniature. Il filtre, réabsorbe et sécrète. Il commence par le glomérule, où le sang est filtré, puis les tubules, où l'eau et les nutriments utiles sont récupérés. La réabsorption tubulaire, c'est le passage de l'eau et des substances utiles vers les capillaires péritubulaires. Autrement dit, on trie ce qu'on garde et ce qu'on jette. Les substances normales dans les urines, seulement de l'eau et l'urée et quelques sels minéraux. S'il y a du glucose, des globules rouges ou de l'hémoglobine, c'est pathologique. Les calices, le bassinet, puis les uretères transportent ensuite l'urine jusqu'à la vessie, un peu comme un réseau de tuyaux en cascade. Chez l'homme, juste en dessous de la vessie, on trouve la prostate. Elle entoure la partie initiale de l'urètre, participe à la formation du sperme et est située sous la vessie, pas dans la cavité abdominale.
Piège fréquent, la testostérone n'est pas produite par la prostate, mais par les testicules. Les spermatozoïdes, justement, sont fabriqués dans les tubules séminifères des testicules. Ils passent ensuite par les canaux déférents, puis le canal éjaculateur, avant de rejoindre l'urètre pour être expulsés. C'est un vrai circuit logistique. Et sur le chemin, ils reçoivent les sécrétions de la prostate et des vésicules séminales qui forment le sperme. Chez la femme, les organes génitaux internes sont les ovaires, les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Les ovaires sont des glandes mixtes. Ils produisent à la fois des hormones, œstrogènes et progestérone, et des gamètes, ovules. Ils ne sont pas situés sous la vessie, mais dans le petit bassin. La trompe utérine ou trompe de Fallope est le lieu de la fécondation. L'ovule y attend le spermatozoïde comme dans une salle de rendez-vous biologique. S'il y a fécondation, l'embryon descend ensuite dans l'utérus, où il s'implante dans la muqueuse interne, l'endomètre. Les 3 couches de la paroi utérine sont à connaître. Le périmètre, c'est à l'extérieur, le myomètre, il est musculaire, et l'endomètre, interne, nourricière. Pendant le cycle menstruel, c'est l'endomètre qui se détruit si aucune fécondation n'a eu lieu. L'ovulation correspond à la rupture du follicule de De Graaf, libérant l'ovule. Et non, ce n'est pas la STH qui la provoque, mais bien la LH. Passons maintenant à la partie 7. L'appareil locomoteur, squelette, articulation et mouvement. Ici, on plonge dans la mécanique du corps humain, une véritable structure d'ingénierie vivante. Imagine ton corps comme un bâtiment en mouvement. Les os sont la charpente, les muscles, les moteurs, et les articulations, les charnières. Chaque geste, chaque pas, chaque respiration repose sur cet équilibre parfait. Commençons avec le cartilage. C'est un tissu souple et élastique, non vascularisé, donc il se répare lentement. Il sert à amortir les chocs et à faciliter le mouvement dans les articulations synoviales. Le cartilage hyalin, présent dans ces articulations, agit comme un coussin glissant. Il est aussi dans le nez, les côtes et les voies respiratoires. Ne te fais pas piéger. Les disques intervertébraux, eux, sont faits de fibrocartilage, pas de cartilage hyalin. Et le cartilage de conjugaison, celui de la croissance, disparaît après la puberté, donc pas toute la vie. L'ostéologie, c'est la science des os. Les ostéoblastes sont les constructeurs. Ils fabriquent la matrice osseuse. Les ostéoclastes, eux, sont les démolisseurs. Ils résorbent l'os usé. Enfin, les ostéocytes sont les gardiens, coincés dans la matrice qu'ils ont bâtie. C'est un cycle permanent de construction et de destruction. Les os plats, comme le sternum ou le crâne, contiennent de la moelle rouge, là où se fabriquent les cellules du sang. Les os longs, eux, ont une épiphyse, c'est une extrémité, et une diaphyse, la partie centrale.
L'os spongieux se trouve surtout dans les épiphyses, alors que l'os compact contient des ostéons, ces petits canaux organisés comme des poutres en spirale. L'ensemble donne solidité et légèreté. Dans le squelette, on retrouve des repères clés. Le bassin, avec l'os iliaque, les vertèbres thoraciques, le coccyx à la base, et à l'arrière du crâne, l'os occipital. Ces structures servent à la posture, au soutien des organes et à la protection. Crâne, cage thoracique. Les articulations synoviales, elles, sont de véritables mécanismes d'horlogerie. Elles comprennent du cartilage articulaire pour amortir, une cavité articulaire remplie de liquide synovial, le lubrifiant biologique, une capsule articulaire pour maintenir le tout, et des ligaments pour stabiliser. Ce liquide synovial agit comme l'huile d'un moteur. Il réduit les frottements. Maintenant, passons au mouvement. Quand tu lèves le bras sur le côté, c'est une abduction. Tu t'éloignes de l'axe du corps. Quand tu le ramènes, c'est une adduction. L'articulation scapulo-humérale, c'est-à-dire l'épaule, est une énarthrose, donc très mobile. Une diarthrose, c'est d'ailleurs le nom scientifique d'une articulation libre et très mobile, comme l'épaule ou la hanche. Le liquide synovial lubrifie. Le ménisque et le bourrelet servent de pièces amortissantes. Et surtout, flexion rapproche deux segments, extension les éloigne. Donc dire que l'extension rapproche deux segments est faux et souvent piégeux en QCM. Enfin, les muscles agonistes et antagonistes travaillent en duo. Quand un se contracte, l'autre se relâche. C'est comme un frein et un accélérateur musculaire. Et la pronation et la supination, ces deux mouvements du bras sont faciles à retenir. Supination, c'est la paume vers le ciel, comme pour recevoir une soupe. La pronation, c'est la paume vers le sol, comme pour poser la main. Passons maintenant à la partie 8, le système cardiovasculaire, le moteur de la vie. Ici, ton corps devient une ville traversée par des millions de routes rouges et bleues, où le cœur joue le rôle d'un moteur à 4 chambres. Imagine ton cœur comme un moteur central, logé au milieu du thorax, légèrement penché à gauche, posé sur le diaphragme. C'est un organe creux, musculaire, qui fonctionne sans repos, environ 100 000 battements par jour. Il est enfermé dans une double enveloppe, le péricarde. Le feuillet viscéral, appelé épicarde, est collé au cœur, tandis que le feuillet pariétal le protège à l'intérieur. Entre les deux, un liquide lubrifiant, le liquide péricardique, pour éviter les frottements. Le cœur a 3 couches. L'endocarde, fine couche interne qui tapisse les cavités. Le myocarde, couche musculaire, la plus épaisse et la plus fonctionnelle. Et l'épicarde, déjà cité, couche externe. Retiens, myocarde égale force de contraction. À l'intérieur, 4 cavités travaillent ensemble.
2 oreillettes qui reçoivent le sang et 2 ventricules qui l'éjectent. Le sang circule dans un seul sens, grâce aux valves cardiaques, véritable porte anti-retour. La valve mitrale, ou bicuspide, est à gauche, et la valve tricuspide à droite. Les valves sigmoïdes, elles, se trouvent à la sortie des ventricules, aortiques et pulmonaires. Elles s'ouvrent quand le sang part et se referment pour empêcher tout reflux. C'est ce mécanisme qui produit les bruits du cœur, entendus au stéthoscope. Attention au piège courant, la valve mitrale n'est pas tricuspide et la valve pneumatique n'existe pas. C'est en automobile ça. Les valves cardiaques permettent toujours un écoulement unidirectionnel. Le sang circule dans 2 grands circuits. La petite circulation, ou circulation pulmonaire, part du ventricule droit, va dans l'artère pulmonaire vers les poumons, et puis revient par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Son rôle, oxygéner le sang. Et il y a la grande circulation, ou systémique. Elle part du ventricule gauche vers l'aorte, distribue le sang oxygéné à tout le corps, puis revient par les veines caves dans l'oreillette droite. Son rôle, nourrir les organes. Le cœur, lui, a sa propre alimentation grâce aux artères coronaires. Elles partent directement de l'aorte et se ramifient autour du cœur, comme un réseau de tuyaux autour d'un moteur. Et le sinus coronaire ramène le sang veineux vers l'oreillette droite. Mais comment le cœur sait-il battre ? C'est grâce à son système cardionecteur, ou système de conduction intrinsèque. C'est une installation électrique naturelle. Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, agit comme un métronome. Il fixe le rythme. L'influx passe ensuite par le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, puis les fibres de Purkinje, qui diffusent l'ordre dans les ventricules. C'est cette séquence qui provoque la contraction coordonnée du cœur. Retiens, le nœud sinusal, c'est le chef d'orchestre du rythme cardiaque. Quand on enregistre cette activité électrique sur un électrocardiogramme ECG, on lit une histoire en 3 lettres. L'onde P, c'est la contraction des oreillettes. Le complexe QRS, c'est la contraction des ventricules. L'onde T, c'est le relâchement, repolarisation. La diastole correspond à la phase de relâchement et de remplissage du cœur, tandis que la systole est la phase de contraction et d'éjection. Un ECG ne mesure pas les battements eux-mêmes, mais l'électricité qui les commande. C'est une signature électrique de la vie. Passons maintenant à la partie 9. L'appareil respiratoire, la fabrique d'oxygène du corps. Ici, on découvre comment ton corps transforme chaque respiration en carburant vital pour tes cellules. Ferme les yeux et imagine que tu inspires profondément. L'air que tu prends ne s'arrête pas dans ton nez. Il entame un voyage fascinant à travers tout un réseau d'autoroutes respiratoires. Le trajet commence dans les fosses nasales, point de départ des voies aériennes supérieures. Elle réchauffe, humidifie et filtre l'air. À l'intérieur, 3 cornets, supérieur, moyen et inférieur. Ils augmentent la surface de la muqueuse.
C'est un peu comme des turbines naturelles qui font tourbillonner l'air pour le purifier. Ces cavités sont séparées par un septum nasal, une cloison qui divise la partie gauche et droite. Et surtout, certaines cellules de la muqueuse possèdent des cilia, petits poils vibratiles, qui repoussent les poussières, tandis que d'autres fabriquent du mucus, ce gel protecteur qui piège les impuretés. Enfin, l'air y croise des cellules olfactives, responsables de l'odorat. Oui, respirer, c'est déjà sentir. L'air poursuit son chemin dans le pharynx, un carrefour entre les voies respiratoires et digestives. Il comprend plusieurs zones, dont l'oropharynx et le nasopharynx. Le pharynx a aussi un rôle dans la déglutition et le conditionnement de l'air inspiré. Et il contient des amygdales linguales, gardiennes immunitaires du passage. Ne confonds pas, il ne se situe pas sous le larynx, mais au-dessus, juste avant. Vient ensuite le larynx, le centre de la phonation. C'est là que ta voix prend naissance. Il contient les cordes vocales et surtout une pièce magique, l'épiglotte. C'est un capuchon mobile qui se ferme pendant la déglutition pour protéger les voies respiratoires. Tu l'as sûrement déjà senti mal se fermer quand tu t'étouffes. C'est elle qui rate son geste réflexe. Sous le larynx, la trachée prend le relais. C'est un tube rigide et flexible à la fois, formé d'anneaux cartilagineux en forme de C. Ces anneaux évitent l'écrasement tout en laissant passer l'air librement. La trachée se prolonge jusqu'à la 5e vertèbre thoracique, où elle se divise en 2 bronches souches, droite et gauche. Sa paroi est tapissée d'une muqueuse ciliée, de minuscules cils qui balayent le mucus chargé d'impuretés vers le haut, comme un tapis roulant nettoyant. C'est grâce à ça qu'un fumeur chronique tousse. Son corps essaie d'expulser le mucus que les cils n'arrivent plus à déplacer. Les bronches se ramifient en bronchioles, puis en alvéoles pulmonaires, véritables bulles d'échange gazeux. C'est ici que l'oxygène passe dans le sang et que le dioxyde de carbone en ressort. Cette barrière d'échange s'appelle la membrane alvéolo-capillaire, ultra fine et perméable au gaz, contrairement à ce que certains QCM laissent croire. Le tout se déroule dans les poumons, 2 grands sacs spongieux enfermés dans la plèvre et protégés par la cage thoracique. La mécanique ventilatoire, elle, repose sur un mouvement simple mais précis. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. L'inspiration est un mécanisme actif. Le diaphragme se contracte, descend et le volume thoracique augmente. Donc, l'air entre. L'expiration, elle, est passive. Le diaphragme se relâche, le thorax reprend sa forme et l'air ressort. Les centres respiratoires du cerveau, dans le bulbe rachidien et la protubérance, régulent ce rythme automatique. Quand tu respires plus vite sans t'en rendre compte, c'est eux qui ont augmenté la fréquence. Souviens-toi, inspiration égale active. Diaphragme descend, volume augmente. Expiration égale passive. Diaphragme remonte, volume diminue. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration plus une expiration. Chaque respiration, c'est un mini-échange commercial. L'air donne de l'oxygène et reprend du CO2. Et ce marché-là, il tourne 24 heures sur 24.
Passons maintenant à la partie 10, les organes des sens. Oreilles, les yeux et les papilles. Ici, on entre dans le monde des capteurs du corps, ces antennes qui traduisent le monde extérieur en signaux nerveux. Imagine ton corps comme une console de contrôle hypersensible. Chaque sens est un capteur spécialisé, branché directement au système nerveux, transformant le bruit, la lumière ou les saveurs en langage électrique. Commençons par l'oreille, l'organe de l'équilibre et de l'audition. Elle se divise en 3 parties, externe, moyenne et interne. L'oreille externe comprend le pavillon, la partie visible, et le conduit auditif externe. Son rôle, capter le son et le diriger vers le tympan. Retiens bien, seule cette partie contient le pavillon. La trompe d'Eustache appartient à l'oreille moyenne. Le tympan, fine membrane, vibre sous l'effet des sons. Ces vibrations passent ensuite à la chaîne des osselets, marteau, enclume, étrier, qui amplifie le son avant de l'envoyer dans le labyrinthe osseux de l'oreille interne. Là, les cellules ciliées traduisent les ondes sonores en signaux nerveux pour le cerveau. Et l'oreille interne ne sert pas qu'à entendre. Elle contient aussi le vestibule, responsable de ton équilibre. C'est ton gyroscope interne. Passons maintenant à l'œil, une sphère creuse d'environ 2,5 cm, conçue comme une caméra biologique. La sclérotique, blanche et résistante, en est la coque. Devant, elle devient cornée, transparente qui laisse passer la lumière. Derrière, au fond, se trouve la rétine, tapissée de photorécepteurs. 2 types de cellules s'y trouvent. Les bâtonnets, sensibles à la lumière faible, et les cônes, sensibles aux couleurs et à la lumière intense. Ces cônes sont des neurones spécialisés, pas des globules rouges, souvent un piège en QCM. Au centre de la rétine, une zone minuscule appelée fovea concentre les cônes. C'est ton point de netteté maximale. La lumière traverse le cristallin, lentille naturelle qui ajuste la mise au point, puis passe dans le corps vitré, une gelée transparente qui remplit l'œil. Tout ça est protégé par la cornée, le cristallin, et entouré par la sclérotique. Quand on te demande les éléments du globe oculaire, retiens sclérotique, cornée, cristallin, rétine, corps vitré. Et ajoute dans ta tête comme une ampoule vivante avec la rétine pour filaments sensibles. Passons au goût, ce sens plus subtil qu'il n'y paraît. Sur la langue, il existe plusieurs types de papilles gustatives. Les papilles fongiformes, les papilles caliciformes et les papilles foliées. Elles contiennent les bourgeons gustatifs capables de détecter 5 saveurs principales: sucré, salé, acide et amer et umami. Les papilles olfactives, elles, ne se trouvent pas sur la langue mais dans le nez. C'est un piège classique. Le goût, en réalité, dépend à 80% de l'odorat. C'est pourquoi un rhume coupe la saveur des aliments. Les papilles fonctionnent comme des radars chimiques. Elles traduisent les molécules des aliments en impulsions électriques, envoyées au cerveau par le nerf facial et le glossopharyngien. En résumé, langue, nez et cerveau collaborent pour te faire saliver.
Passons maintenant à la partie 11, la reproduction, la grossesse et les âges de la vie. Ici, ton corps devient un laboratoire de création, d'évolution et de transmission, où chaque hormone orchestre le développement humain dès la naissance, de la naissance à l'âge adulte. Imagine la fécondation comme une rencontre très codée. Un spermatozoïde, cellule haploïde, et un ovule, cellule haploïde aussi, fusionnent pour former une cellule œuf diploïde. C'est la fusion de deux gamètes et non de deux cellules diploïdes, un piège récurrent dans les QCM. Une fois fécondé, l'embryon descend doucement dans la trompe utérine vers l'utérus, où il s'implante dans l'endomètre. C'est la nidation, point de départ de la grossesse. C'est à ce moment que se forme le placenta, cette interface magique entre la mère et l'enfant. Il permet les échanges gazeux et nutritifs, tout en empêchant le mélange direct des sangs. On peut l'imaginer comme un filtre intelligent entre deux mondes. Le placenta est relié au fœtus par le cordon ombilical, qui contient deux artères et une veine, véritable tuyau de vie. Ce cordon transporte les nutriments, l'oxygène et les déchets comme une pipeline biologique à sens unique. Pendant la grossesse, une hormone clé circule, l'hormone HCG, gonadotrophine chorionique humaine. Elle est sécrétée par le placenta, et c'est elle que détectent les tests de grossesse. Son rôle est de maintenir le corps jeune, pour que celui-ci continue à produire la progestérone, indispensable au maintien de la muqueuse utérine. Et non, l'HCG n'est pas sécrété par les glandes mammaires. La grossesse se déroule en 3 trimestres. La période embryonnaire jusqu'à la 8e semaine, puis la période fœtale jusqu'à la naissance qui se situe en moyenne à 41 semaines d'aménorrhée, SA. Donc un accouchement à 60 SA, c'est bien trop tardif, un piège qu'on adore te tendre. Lors de l'accouchement, le corps produit beaucoup d'ocytocine, l'hormone des contractions utérines et du lien maternel. C'est elle qui déclenche la mise au monde du bébé, puis la libération du lait, pendant l'allaitement. Et juste après la naissance, on évalue le score d'Apgar à 1 minute, 5 minutes et 10 minutes. Il mesure 5 critères. La coloration de la peau, la fréquence cardiaque, la respiration, le tonus musculaire et la réactivité. Ne te fais pas piéger, on ne prend ni la taille, ni le poids, ni le périmètre crânien dans ce score. C'est une évaluation rapide de la vitalité du nouveau-né. À 2 ans, l'enfant sain pèse environ 12 kg. Une donnée simple, mais très fréquente dans les QCM. C'est le repère de croissance normale. C'est l'âge où la motricité s'affirme, où l'enfant marche, parle et explore son environnement. En avançant dans la vie, le corps change encore. Chez la femme, vers 50 ans, arrive la ménopause, qui correspond à l'arrêt de l'ovulation et à la fin de la fertilité. Chez l'homme, c'est l'andropause, une baisse progressive du taux de testostérone, parfois accompagnée d'une diminution de la libido. Attention, elle ne provoque pas une augmentation de testostérone et ne survient pas brutalement. Les 2 périodes marquent une réorganisation hormonale, plus qu'un arrêt de vie sexuelle. La vie, finalement, est un cycle hormonal permanent. De la stimulation à la croissance, de la reproduction au ralentissement. Et dans ce ballet, chaque hormone a sa réplique, comme une partition biologique parfaitement rythmée.
Passons maintenant à la partie 12, la dernière partie, la génétique et l'ADN. Ici, on descend au niveau microscopique, dans les laboratoires du vivant, là où tout commence, le noyau des cellules. Imagine ton corps comme une immense bibliothèque, et chaque cellule comme une petite salle de lecture. À l'intérieur, les livres de recettes contiennent toutes les instructions nécessaires pour te fabriquer. Ce sont les gènes rangés sur des chromosomes, eux-mêmes composés d'ADN. L'ADN, acide désoxyribonucléique, a une structure en double hélice, comme un escalier en colimaçon. Chaque barreau de cet escalier est formé de nucléotides, ces petites briques qui portent les bases azotées. Adénine A, thymine T, cytosine C et guanine G. Les bases s'associent toujours en couple précis. A avec T, C avec G. C'est cette complémentarité qui rend le code fiable et universel. L'ADN se trouve principalement dans le noyau, mais aussi dans la mitochondrie, une particularité souvent oubliée. Il ne se trouve pas dans le peroxysome, ce qui fait de cette proposition un classique de piège en QCM. Avant qu'une cellule se divise, son ADN se réplique. Cette étape se produit pendant la phase S du cycle cellulaire, phase de synthèse. C'est une copie exacte du code, indispensable pour transmettre l'information génétique à la cellule fille. On peut la comparer à un copier-coller ultra sécurisé de ton code biologique. Parfois, des erreurs surviennent. On parle alors d'anomalies chromosomiques. Il en existe plusieurs types. L'aneuploïdie, qui est une anomalie du nombre de chromosomes, par exemple une trisomie. La monosomie, quand il manque un chromosome. Et la translocation, quand deux chromosomes échangent des morceaux. Ces anomalies sont visibles au karyotype, la photo d'identité des chromosomes. Un karyotype normal montre 46 chromosomes, 22 paires autosomiques plus une paire sexuelle. Chez la femme, 46XX et chez l'homme, 46XY. Une formule chromosomique 47XY plus 21, par exemple, indique un homme avec une trisomie 21. Retiens bien, 47 égale anomalie de nombre. XY égale homme, plus 21 égale chromosome surnuméraire sur la 21e paire. Et non, ce n'est pas une femme, contrairement à ce que certains QCM essaient de te faire cocher. Le karyotype classe les chromosomes selon leur taille et la position du centromère, du plus grand au plus petit. Il peut être fait en prénatal sur liquide amniotique ou en postnatal sur cellules sanguines. C'est un outil de diagnostic génétique majeur. Une trisomie est identifiable, une aneuploïdie visible, et certaines translocations équilibrées passent inaperçues. Mais attention, une triploïdie, 69 chromosomes, n'est pas viable. L'embryon ne se développe pas. Tu peux imaginer ton ADN comme un manuel de 3 milliards de lettres, organisé en chapitres, chromosomes et phrases, les gènes. Chaque fois que ton corps fabrique une protéine, il lit une recette précise. Et tant que le texte reste bien écrit, la cellule fonctionne. Mais qu'une lettre change, et c'est toute la phrase biologique qui se déforme. En résumé, ADN, c'est la double hélice de nucléotides. La réplique, c'est en phase S. Présent dans le noyau et la mitochondrie, pour l'ADN.
Le karyotype, c'est la photo des chromosomes classés par taille. L'aneuploïdie, c'est une anomalie de nombre, trisomie 21, qu'on écrit en plus 21. Et la triploïdie, c'est non viable. Ton identité biologique, ta couleur des yeux, ta taille, ta sensibilité à certaines maladies, tout est inscrit là-dedans, dans une écriture chimique vieille de milliards d'années. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donnent les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça la méthode IFSI Réussite. Apprendre par la diversité des sujets pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.